Bonjour, nous allons commencer, à l'heure. Je peux te faire tard sinon. Donc, de toute façon, la séance est enregistrée, donc ceux qui se connectent un peu plus tard pourront toujours reprendre les informations perdues en regardant la vidéo. Je réorganise mon écran. OK. Donc, la séance d'aujourd'hui va être relative à l'innovation dans l'usage du bois. Le sujet, il est extrêmement vaste, surtout que le bois a connu dans les 20 dernières années un renouveau très important. Beaucoup d'attention s'est tournée vers ces matériaux, surtout grâce à ses qualités indéniables d'un point de vue de l'impact environnemental. Donc, nous avons assisté effectivement à la mise en place d'un grand nombre d'innovations dont les racines en fait sont relativement profondes. On va un peu essayer de les lire dans ce sens-là. Et donc, on va, donc cette innovation, excusez-moi, 30 secondes. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais, les racines de l'innovation à laquelle on assiste aujourd'hui, et on a assisté dans les 20 dernières années, et qui est une innovation surtout quantitative, je dirais, dans la production d'édifices en bois. Elles sont profondes, et donc on va essayer de les analyser. Et je dirais, la clé de lecture du problème ou de la question de l'innovation dans le bois, elle est complexe parce que à cause de la grande diversité de solutions, d'édifices, des projets qu'on peut observer aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas procéder au cas par cas, on est d'une quelque manière amené à se donner une logique générale. Et c'est dans ce sens-là que j'essaierai de vous montrer les pistes qui suivent l'innovation dans la construction en bois. Euh, Bon, je vais mettre en plein écran. Donc, voilà, simplement une image de construction en fuste pour dire effectivement que dans la construction en bois, on peut partir de très loin. C'est sans doute une construction qui est parmi les matériaux, qui est parmi les plus anciens dans les matériaux de construction. Et, et pourtant, aujourd'hui, il a des retombées industrielles extrêmement complexes. Donc, après avoir introduit les sujets afin de vous donner donc cette clé de lecture que j'essaierai de communiquer aujourd'hui. On va analyser les différentes pistes suivies par l'évolution du bois, donc les différentes caractéristiques un peu de cette évolution des dernières années, qui ne sont pas forcément distinctes dans les diverses applications. Donc, chaque projet, évidemment, évolue avec sa logique par rapport à son contexte et contient plusieurs avancées technologiques à la fois ou s'appuie sur plusieurs de ces avancées. Mais il est plus facile pour les comprendre, effectivement, de les analyser séparément. Donc, on va voir tout de suite la liste. Donc, en introduisant en fait la question, on va voir la liste de ces avancées. Et pour la comprendre, on va partir de la caractéristique du bois. De ce que c'est que le bois par sa nature. On les connaît très bien. Donc, c'est, je disais, l'un des matériaux les plus anciens utilisés dans la construction. Il est caractérisé par un certain nombre de points qui sont indéniables. Tout d'abord, si comparé aux autres matériaux lapidaires traditionnels, peuvent être la pierre, les briques, les tuiles, par exemple, le bois, il a une durée de vie inférieure. Il est soumis à une dégradation biologique, surtout dans l'état ancien où la protection des surfaces ne pouvait pas être aussi efficace qu'aujourd'hui.
Donc, il est soumis à des dégradations qui font que périodiquement, il faut intervenir pour changer des pièces. Et il est caractérisé, la conception de structures en bois est caractérisée par le besoin de pouvoir, le besoin d'intervention et donc la possibilité de réaliser ces interventions de manière efficace. Par ailleurs, les rapports entre raideur et résistance les rend sans doute optimales pour des structures de franchissement, avec le contrepoids quelque part du fait que des grands franchissements qui demandent des pièces de grande dimension se retrouvent pénalisés par les risques de hétérogénéité, par les risques de manque de cohérence, de qualité de certaines zones du corps du bois. Et donc, il est effectivement à la fois les meilleurs matériaux pour réaliser des ossatures capables de franchir, mais aussi un matériau qu'il faut utiliser sur des préférences, si on veut contrôler effectivement la qualité, sur des dimensions relativement réduites. Alors, à noter que sa grande qualité de rapport résistance-poids et surtout sa capacité de se déformer, donc d'être utile de se déformer avant rupture dans certaines limites, en font le matériau principal de la construction nautique ou navale en général et aéronautique. Aéronautique au moins jusqu'aux années 50. La construction navale en bois, évidemment, elle a une longue histoire et aujourd'hui, elle est probablement marginalisée, mais c'est une histoire récente. Jusqu'aux années 60-70, la construction navale en bois, à moins pour les bateaux de petite dimension, était encore compétitive. Donc, l'hétérogénéité, je disais, c'est une caractéristique qui fait on peut se retrouver avec des mauvaises surprises si on utilise des bois de très grande dimension. La nature anisotrope, le matériau bois est un matériau fibreux, il est constitué de fibres et il a donc des propriétés mécaniques différentes dans la direction des fibres que dans les deux directions orthogonales aux fibres. En plus, dans le cas du bois, la nature de l'arbre, qui est évidemment une structure radiale, fait que même les deux directions orthogonales aux fibres ne sont pas les mêmes parce qu'on a une direction effectivement radiale par rapport au fût et une direction tangentielle qui ont des comportements différents. Donc, toute cette anisotropie génère des comportements mécaniques complexes et aussi de l'éventuelle variation dimensionnelle, donc, qui est un autre de 5 points caractéristiques du bois. Donc, sa stabilité dimensionnelle n'est pas la même de celle qu'on peut revoir pour un matériau lapidaire. Et les matériaux donc changent de forme et de dimension à cause de l'humidité et du séchage. Et puis, il peut aussi, à cause de l'exposition solaire ou de l'exposition à l'humidité, changer de coloration, éventuellement se dégrader au moins au niveau surfacique. Ces questions de gradation à cause de l'exposition directe des surfaces, on ne va pas les traiter aujourd'hui. On ne va pas les traiter en fait dans ces cours. Ce sont des questions évidemment qui se résolvent par une protection appropriée et qui est évidemment elle aussi de plus en plus performante aujourd'hui. Alors, donc ceci étant les caractéristiques du bois, voilà quelques images un peu, je dirais, un peu au hasard de ce qu'on peut trouver facilement sur Internet. Ici, c'est une charpente d'une maison du XVIIe siècle. On voit effectivement le bois avec sa dégradation superficielle, ces pièces taillées dans la masse pour se donner les formes nécessaires, et aussi les grandes dimensions par rapport éventuellement aux charges portées de ces pièces qui relèvent en fait du besoin de générer des assemblages. Et on voit aussi effectivement les assemblages des différentes pièces réalisées de telle manière à rendre le plus que possible la forme appropriée à l'anisotropie locale des pièces. Donc les fibres, disons, doivent s'aligner le plus que possible chaque fois que deux pièces sont connectées, afin d'éviter qu'une pièce repose avec ses fibres dans la direction orthogonale aux fibres d'une autre ou sur une autre. Alors, pour avoir une autre image de ce qu'on peut faire en bois quand même, ici c'est
une réalisation de l'année 1306, donc c'était réalisé entre 1306 et 1309 à Padoue. C'est un des plus grands salons couverts en bois au monde. Donc, c'est une surface de 80 mètres de longueur par 27, avec une hauteur de 27. Et donc, on voit bien que même en structure traditionnelle, donc en tenant compte de tous les limites et les restrictions dont on a parlé, même en structure traditionnelle, on peut faire des ouvrages en bois de grandes dimensions et on peut aussi prétendre qu'ils soient stables longtemps. Donc ici, le salon du Palais de la Raison de Padoue, il a été fait en 1300 et il est encore là, évidemment, de la maintenance nécessaire, des réparations, des restaurations ont été effectuées, mais l'essentiel de la structure est toujours là. Donc, les bois traditionnels se présentent comme un matériau qui est inséré dans un système de maintenance et de réparation, aussi bien qu'ils le sont toute construction, mais disons avec un rythme qui est légèrement supérieur, ou même supérieur décidément, à celui qu'on peut se donner pour la maintenance des structures en maçonnerie. Alors, ceci étant pour les caractéristiques propres du bois, cela nous donne en fait, en tout cas moi j'ai listé 5 voies, classer l'innovation qu'on a observée sur 5 directions qui finalement peuvent être associées à autant de développement industriel. Je répète, ces voies de développement ou d'innovation dans les structures en bois ne sont pas exclusives. Un projet peut très bien emprunter plusieurs voies à la fois, mais il est utile de les regarder séparément pour mieux les comprendre. Alors, la première, sans doute la plus remarquable dans l'imaginaire qu'on peut voir aujourd'hui des structures en bois, donc la première des innovations est celle qui est liée au collage. Le collage est un procédé qui existe depuis pratiquement toujours dans la construction, mais qui, comme beaucoup d'autres, a vu son intensité s'accroître grâce aux révolutions industrielles, notamment le collage est un phénomène typiquement étudié et amélioré au cours de la seconde révolution industrielle. Et donc, à partir des années 10, donc il y a une date 1912 parce que c'est une date de brevet, donc à partir des années 10 du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, nous avons là un usage de plus en plus systématique et intensif du collage dans les structures en bois. La deuxième piste qu'on peut observer, c'est celle de venir imiter les structures en acier, ou en fait, qu'on pourrait parler de hybridation bois-acier. Donc, globalement, le projet de la structure est un projet qui s'appuie sur les deux matériaux, bois et acier, de manière à créer un tout, donc des structures mixtes bois-acier, dans lesquelles souvent la forme globale, la géométrie est plutôt empruntée de développement morphologique de structures en acier datant du début du 19e et du cours du 20e siècle. Donc, de quelque manière, on assiste à une sorte de retour de la pendule. Donc, l'acier qui est tributaire de la géométrie des structures en bois lors de son apparition massive après la première révolution industrielle. Donc, les structures en acier, en fait, imitent initialement les structures en bois pour ensuite devenir lui-même objet de réflexion structurelle, s'est transformé donc dans un matériau autonome et pour cela avoir aussi la capacité de générer de nouvelles typologies structurelles. Eh bien, ces nouvelles typologies structurelles reviennent vers le bois. Et maintenant, dans cette piste, disons, de l'innovation, c'est le bois qui emprunte à l'acier certaines formes, certaines logiques constructives. Alors, troisième piste pour cette innovation de construction en bois est l'évolution de ce qui sont les méthodes traditionnelles constructives qui ont pris forme surtout avec la colonisation de l'Amérique du Nord. Donc, le platform frame, les balloon frame sont les deux méthodes en question, vers le système poteau-poutre, qui est un système effectivement qui s'affirme logiquement
avec les ossatures en matériaux métalliques ou cimentaires, donc en béton armé ou en acier, et qui évidemment s'installe dans le monde de la construction plutôt au cours du 19e. Oui. Ah, pardon, non, c'était pas une question. Donc, je vous invite évidemment à poser la question au fur et à mesure que cela vous paraît nécessaire. Alors, quatrième point, c'est, disons, un certain retour sur une tradition qu'on pourrait appeler secondaire, donc des techniques constructives un peu marginales, un peu oubliées, qui sont systématiquement révisitées au courant du XXe siècle et qui ont donné lieu à un certain nombre d'avancées dont on va discuter. Et puis finalement, vraiment last not least, parce que c'est sans doute l'aspect le plus remarquable de la nouvelle construction en bois, c'est la fabrication numérique qui permet d'atterrir à la fois sur de nouvelles formes et sur de nouveaux types d'assemblage et dont on pourrait franchement parler pendant des semaines sans exhauster la question. Alors, on va commencer donc par celui que j'ai dit être effectivement l'avancement le plus lourd de conséquences aujourd'hui, qui est celui du collage. Et alors, on va faire une lecture un peu systématiquement de ces avancements par Tris. Je rappelle que Tris, c'est la théorie de l'innovation fondée par Art Suller et dont on a eu déjà l'occasion de parler. Et dans cette théorie, on voit que il existe certains invariants dans l'innovation qu'on peut résumer dans la présence de quelques contradictions dans un système établi. Je rappelle que l'innovation n'est que quelque chose qui s'insère sur un système établi. Donc, le système établi contient des contradictions qu'on veut enlever. Et pour les enlever, on vise la réalisation de ce qu'on appelle un système idéal ultime, qui est un système qu'on ne pourra peut-être jamais réaliser, mais dans lequel ces contradictions sont absentes. Alors, voilà, quelle est la question générique associée au collage? Et donc, quelle est la contradiction qu'on peut enlever par le collage? C'est la discontinuité dans les connexions. Donc, il est clair que les structures en bois sont fortement pénalisées par les connexions, dans le sens qu'on doit assurer le plus que possible la continuité des efforts, alors que dans des changements d'angle, évidemment, les fibres des différentes pièces changent d'angle entre elles et donc génère dans l'une des deux, au moins, ou dans les deux, un manque d'optimisation, dans le sens que la pièce qui reçoit les efforts, dans le sens qui n'est pas celui de ses fibres, se retrouve pénalisée et donc dimensionnellement doit être plus lourde que nécessaire, ou en tout cas la nécessité de ces dimensions est dictée par la connexion plus que par le fonctionnement en milieu de poutre, pour ainsi dire. Donc, la discontinuité des connexions, leur aussi complexité des réalisations, l'effet que les pièces de jonction comme les clous ou les boulons peuvent à leur tour générer des dégâts dans les temps à cause de la pénétration d'agents extérieurs dans le corps du bois. Et donc, toutes ces questions-là sont autant de contradictions dans le système existant et le système idéal ultime est simplement un système contenu dans lequel on n'a plus de jonction. Évidemment, ça n'existe pas, mais telle est la contradiction enlevée. Alors, la solution, et ceci est un autre élément intéressant de la théorie Tris, c'est que la solution est, d'une quelque manière, s'obtient par des méthodes qui sont invariantes, qui ne dépendent pas du contexte dans lequel on crée, on génère cette innovation. Et donc, la solution s'obtient ici, dans le cas du collage, par rapport d'un matériau, qui est la colle. Et ce matériau, il a la capacité de créer des champs de forces diverses. En fait, ça dépend du type de colle. Et il y a autant de types de colle, en fait, que de types de champs qu'on peut réaliser en fonction de comment l'adhésion peut se faire entre matériaux. Et donc, c'est évidemment les pistes de développement de nouveaux collants ou d'amélioration des collants existants sont toutes basées sur la compréhension des interactions physiques mises en place grâce à l'interposition de la colle. Et alors, quelles sont les questions spécifiques qu'on peut finalement traiter grâce à la colle? Une de ces questions est l'hétérogénéité, donc le fait que les pièces
naturelles ne sont pas forcément homogènes. Il peut y avoir des zones dans un tronc d'arbre qui sont moins denses, par exemple, ou dans lesquelles il y a des nœuds, par exemple. Eh bien, le système idéal ultime, il est parfaitement homogène. Donc, grâce à la possibilité de coller et couper et coller les pièces entre elles, on peut viser quelque chose de parfaitement homogène. On peut aussi enlever le problème de l'anisotropie, dans le sens qu'on peut coller le bois avec des fibres en direction alternée afin de rendre le résultat isotrope, c'est-à-dire invariant par rapport à la direction. Et puis finalement, les problèmes de la variation dimensionnelle et de la variation des formes, donc de la variation dimensionnelle d'un côté et de la restriction dans l'usage des formes, parce que les troncs d'arbres, en fait, finalement, ils poussent à peu près verticalement et à peu près droit, donc ce sont encore deux limitations fortes. Eh bien, on peut effectivement, grâce au collage, réaliser des pièces de la taille qu'on veut, de la forme qu'on veut, en tout cas ça dans le système idéal ultime, et puis des systèmes qui éventuellement ne subissent pas de variations dimensionnelles grâce à l'isotropie et à l'homogénéité de leur, euh, du matériau qui les compose. Donc voilà un peu une lecture Patrice et quel est en fait un peu le cheminement historique de cette innovation. Alors, j'ai voulu lister un peu les technologies clés génériques. C'est une nomenclature propre des dernières années au monde de l'industrie 4.0, mais je trouve que peut s'appliquer ce concept de technologie clés génériques qui peut s'appliquer à tout développement industriel. Il y a des avancées, si vous voulez, qui sont a priori par rapport à ce qui nous intéresse. Ils sont antécédentes, elles sont nécessaires pour établir l'avancée qui nous intéresse. Évidemment, on peut toujours reprendre ces concepts et chercher des antécédents, et ainsi de suite. Mais bon, là, donc, on va s'arrêter à la naissance de la colle. Donc, 1862, Bayer, donc fondateur évidemment de la fameuse entreprise, il réalise les premières réactions qui permettront de comprendre ou de créer des colles industrielles. Alors, je répète, le collage existe depuis la nuit des temps. Et c'est le collage industriel, comme d'habitude, c'est la conversion d'une technologie de sa nature artisanale à sa nature industrielle qui nous intéresse parce que c'est elle qui génère finalement l'innovation à grande échelle. Alors voilà, le collage, c'est un cas typique. On voit aussi un autre exemple dans le cas des boulons. Alors, le collage, donc, on peut donner une date, 1872 d'un point de vue industriel. En 90, les premières techniques industrielles d'extraction de la colle à la caséine sont mises en place dans les années 1890. Et donc, on voit en fait tout d'abord un charpentier, Hetzer, qui réalise donc de manière artisanale de la colle à la caséine pour créer des charpentes lamellées collées. Et en 97, l'extraction industrielle de la caséine qui est mise en place. En tout cas, une première extraction industrielle de la caséine. En 1906, les mêmes Hetzer déposent le brevet, pardon, en 1906, c'est ça, le même Hetzer dépose un brevet pour les charpentes courbes en lamellées collées, dont on verra un dessin. Et parallèlement, les brevets de la colle de la caséine sont déposés. Et donc, on voit au tournant du siècle, entre 19e et 20e, comment non seulement la technique industrielle des collages, mais aussi leur application en architecture, elle s'affirme de manière, on pourrait dire, officielle par la création d'autant de brevets. Alors, à noter, donc, en 1907, un artisan, enfin, un ingénieur plutôt des arts et métiers, Chauvière, qui réalise les hélices d'avion dites intégrales qui sont en lamellé collé. Donc, c'est une avancée très importante parce que c'est vraiment un usage structurel complexe de matériaux. Et puis, bon, encore des dates, Werner Chopard, un bureau d'études suisse qui marque d'une quelque manière un usage intensif et systématique du lamellé collé dans les charpentes. Et puis encore, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les constructions aéronautiques militaires, surtout allemandes, qui sont réalisées en bois, lamellé collé. Et donc, disons que les années 1920 représentent un peu le moment où
l'aéronautique commence à abandonner les bois, les hélices commencent à être réalisées en métal, et les ossatures des avions aussi. Parallèlement, je dirais, les bois rentrent de manière systématique, vraiment, les bois lamellés collés rentrent de manière systématique dans la réalisation de charpentes. Alors voilà des images les publications dont je tirais les images sont toujours reportées en petit, en bas des pages, donc vous pourrez toujours les récupérer plus tard. Vous n'avez pas besoin actuellement de les chercher à lire, mais chaque fois que vous trouvez comme ça visuellement des écrits en petit, c'est ça, c'est des références biblio. Et donc ici, vous avez sur la droite les brevets des Hetzer. On voit en fait la réalisation d'une charpente, enfin pardon, d'une charpente avec des pièces courbes en bois lamellé collé. Et vous voyez ici à gauche un pont du XVIIIe siècle réalisé avec des agrafes qui maintiennent des pièces en bois afin de réaliser globalement une forme courbe à l'aide de beaucoup de lamelles. Donc, le lamellé collé, ce n'est que en fait, reprendre les bois sur des fines lamelles de quelques millimètres d'épaisseur qui sont ensuite recollés, de millimètres, disons, plus ou moins, en fonction de la courbure qu'il faut donner et de la qualité des pièces, disons quelques millimètres d'épaisseur pour les coller finalement ensemble sous la forme recherchée et éventuellement en modifiant la direction de leur fibre. Alors ici, c'est pour vous montrer, donc pour commencer cette analyse de forme complexe et structurellement demandant des résultats importants, c'est l'hélice des chauvières. Alors, le problème de l'hélice en bois massif, c'est l'hétérogénéité. L'hélice peut contenir, le bois peut contenir des failles qui finalement génèrent la rupture de l'hélice. C'est donc à la fois l'hétérogénéité et l'anisotropie, c'est-à-dire le fait que l'hélice a une forme complexe et qu'on ne peut pas assurer avec un matériau naturel, on ne peut pas assurer que la direction des fibres soit toujours cohérente avec la direction des efforts. Alors, ce qui fait Chauvière, c'est donc de coller plusieurs plaques, comme vous le voyez, et puis les travailler. Donc, ici, vous avez des photos de l'époque, 1814. Vous voyez les hélices en fabrication et vous voyez les pièces fabriquées. On peut lire clairement les différentes couches de bois lamellés collés qui les composent et on voit comment la fabrication est réalisée. Alors ici, c'est une photo de charpente de Terner et Chopard, bureau de technique suisse que je citais précédemment, pour avoir été précurseur avec pas mal de réalisations connues, mais voilà, j'ai pris celle dont je trouvais une photo de l'époque, parce que dans la plupart des cas, vous trouvez des photos qui ne montrent pas vraiment la structure. Donc ici, c'est un chantier, donc on voit bien les lamellés collés qui composent ces charpentes, dont les formes, vous voyez, ne sont plus celles de la charpente traditionnelle. On a des dimensions qui sont optimisées par rapport à l'usage, avec un faible épaisseur et une grande hauteur structurelle. La hauteur structurelle est plus importante là où le moment fléchissant est plus important, donc notamment au coude ici, s'agissant d'un portique à traverse brisée avec 3 articulations. Donc, le moment fléchissant est nul au pied et à la tête, et il est maximal ici sur le coude. Donc, ces formes, évidemment, optimisées grâce à la technique en question. Et ici, encore, pour montrer un exemple de la mise en place de ces précurseurs technologiques, c'est un avion de guerre allemand de la Première Guerre mondiale, donc en bois. Bien sûr, on peut observer effectivement la qualité remarquable du travail. Alors, pour avancer dans les siècles, donc ces technologies génériques qui avaient été appliquées dans des domaines industriels évidemment un peu différents ou parfois différents et se reversent massivement sur l'architecture courant la deuxième moitié du XXe siècle. Alors ici, c'est un premier exemple, les bois contreplaqués, les premiers qui investissent systématiquement la, la production industrielle et des exemples tirés d'une revue d'architecture des années 50, 1959, un système qui est déclaré dérivé de la construction nautique
et qui permet de réaliser des voûtes de toit en voûte de relativement grande dimension. La portée des voûtes dans ce sens-là, c'est de la dizaine de mètres. Et dans l'autre sens, évidemment, on est plutôt vers les 60 mètres. Donc, les contreplaqués, évidemment, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on sait, hein, c'est un matériau dans lequel on a pris du bois naturel, on l'a coupé en feuilles fines de l'ordre du millimètre et on les a ensuite collés ensemble, mais en ayant le soin de tourner les fibres de différentes couches de telle manière que le matériau initialement anisotrope génère finalement, grâce au collage, un ensemble isotrope. Le lamellé collé, c'est un procédé qui s'apparente de celui-ci, mais dans lequel on ne produit pas des plaques, mais on produit des poutres. Alors, l'avantage, enfin l'intérêt de ce procédé, c'est de pouvoir produire facilement des poutres de la dimension voulue. Donc, on n'a pas besoin de chercher un arbre suffisamment grand pour construire la poutre en question. On peut commander la poutre ayant hauteur, largeur nécessaire et cela sera obtenu en collant plusieurs pièces. Et donc, non seulement, mais on peut aussi réaliser des poutres directement en courbe sans besoin de centrer, par exemple, des arbres, enfin des troncs, des troncs d'arbres ou des pièces massives existantes et sans besoin non plus d'obtenir la forme courbe en la creusant dans la masse. Donc, on peut directement coller les lames, les plier avant collage et les coller courbés de telle manière, comme on voit dans ces ponts, de telle manière à obtenir à la fois les sections qu'on veut. On voit qu'ici, les sections sont assez remarquables. Si vous le comparez aussi au bonhomme, on est à l'ordre de la soixantaine, voire plus de centimètres, pour des largeurs qui sont comme nécessaires. Mais disons ici, on est plutôt sur les 20-30 centimètres. Et puis, nous avons évidemment ces grandes pièces qui sont en forme courbe et qui sont obtenues d'un sol tenant. Donc ici, vous voyez les jonctions avec la structure supérieure. Mais ceci donc est une pièce unique, évidemment, de plusieurs dizaines de mètres de longueur, obtenue par procédé de collage. Et ici, les lamellés collés dans le génie civil, l'autre était génie civil aussi, mais c'était un franchissement, donc c'était, disons, pas un édifice. Ici, c'est un édifice d'architecture, enfin, je ne sais pas trop comment dire, c'était un pont, quoi. Alors qu'ici, on a effectivement une toiture complexe. Alors, on voit à nouveau l'intérêt de pouvoir disposer d'une technologie qui permet de réaliser des formes courbes comme on veut, les dimensions qu'on souhaite avoir et surtout donc à rigueur dimensionnelle, une qualité dans la géométrie, un contrôle de la géométrie parfait. On voit ces pannes, par exemple, qui sont parfaitement droites, de telle manière qu'on a un effet optique parfaitement régulier, ce qui ne serait pas possible, ou en tout cas serait compliqué à réaliser avec du bois massif. Encore un autre retombée de la technologie de collage, c'est ce qu'on appelle les X-lames, les panneaux de lamellés croisés. Donc, technologie, si vous voulez, qu'on peut dire proche du contreplaqué, mais à plus grande dimension et à plus grande épaisseur, donc afin de réaliser des murs entiers qui sont donc un peu comme réalisés par des planches accostées et collées entre elles, et encore une fois avec éventuellement le soin de créer des structures stratifiées si nécessaire, parfois même stratifiées avec de l'isolant thermique. Donc, ces panneaux en lamellés croisés peuvent être utilisés un peu comme des murs préfabriqués et permettent aussi éventuellement de découper dans leur masse les ouvertures qui peuvent ou pas être réalisées dans la phase de collage. Elles peuvent, la planche, la plaque, le panneau en fait peut être livré dans sa dimension demandée, commandée et sans trou, et les trous peuvent être réalisés en fonction du besoin sur le chantier ou sur le chantier ou en usine, peu importe, mais disons après
après le collage. Donc, on voit ici, on lit parfaitement ici les planches qui composent ces matériaux. Alors, ce qu'on peut constater, et on le verra mieux en avançant, c'est que ces techniques ont une caractéristique, c'est l'industrialisation. Donc, évidemment, la question, la différence entre les premiers brevets dont on a vu quelques dessins et ces réalisations-là, c'est qu'ici, on a une intervention humaine qui est faite à l'intérieur d'un cadre industriel. Donc, le savoir-faire de l'opérateur, de l'artisan, il est moins important, parfois il n'est même pas nécessaire. C'est la machine qui dicte le temps, les forces, les mouvements. L'homme, évidemment, doit être présent parfois pour contrôler ce qui fait la machine, mais disons que son rôle change d'un rôle de, de, de décideur sur le terrain de la fabrication. C'est l'artisan qui décide si la colle a fait prise en fonction de la température extérieure, par exemple, qu'il a senti, qui décide si ou pas il faut prendre une certaine partie de la pièce d'un bois pour s'en servir pour un usage structurel, alors que dans la fabrication industrielle, toutes ces décisions, tous ces temps, tous ces passages sont organisés et dictés par justement la chaîne de production et que l'être humain donc, a un rôle différent que dans la production artisanale. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est clair que les, les tendances qu'on voit se manifester par ces produits sont des tendances à l'industrialisation. Alors, je voudrais juste faire une remarque. Parfois, on fait l'erreur d'associer innovation à industrialisation, dans le sens que on peut se dire, bien, regardez là, si l'innovation n'avait pas existé, on aurait encore des artisans en train de travailler sur ces ouvrages. Les artisans, par définition, sont heureux de faire leur travail, alors que les ouvriers ne le sont pas. C'est bien sûr une vision un peu romantique et du travail artisanal et industriel, du rapport entre artisanat et industrie. Mais je ne veux pas commenter à ce sujet-là, je veux simplement commenter sur la question que ce n'est pas l'avancée technologique, mais c'est la poussée sociale qui mène vers la réduction des coûts et peut-être aussi une vision un peu aveugle que certaines sociétés peuvent avoir de leur avenir, qui fait que la réduction des coûts se transforme dans une réduction de qualité du travail humain. Bon, voilà, c'est pas donc, faut pas attribuer la faute à l'innovation ou à la découverte technologique. C'est simplement une tendance propre de la société qui peut s'inverser et qui, sur certains secteurs, a l'air de s'inverser face à la recherche de qualité et qui s'avère être sans doute la meilleure piste pour l'avenir. Je dirais que personne aujourd'hui n'a de doute sur le fait que un repas fabriqué par un cuisinier n'est pas la même chose qu'un repas fabriqué industriellement et que le même concept s'applique à beaucoup d'autres fabrications et que donc l'industrialisation dans l'essence du 19e et peut-être d'une bonne partie du 20e siècle est un phénomène historique et social qu'on peut peut-être se laisser derrière et qu'on est en train de, comment j'espère, on est en train déjà de faire. Voilà, donc ceci est un fait, ce commentaire étant dit, bon, on passe au deuxième volet qui est l'hybridation et les rapports avec l'acier. Et alors, pour faire une petite histoire de cette hybridation, il me semble que les clés, aussi bien que tout à l'heure était la clé de lecture était la colle, la clé de lecture de cette hybridation est le boulon et l'assemblage en général. Alors, comme je vous disais au début du 19e, ce sont les structures en acier, les premières structures en acier, avec de l'acier produit industriellement, qui s'inspirent des ossature en bois. Donc, vous pouvez aller voir le pont des Arts, sur lequel on passe tous les jours quand on va à l'école, qui est effectivement inspiré de structures en bois, mais avec les assemblages qui étaient connus depuis des siècles, évidemment, qui sont les assemblages de structures acier, tels que réalisés par clavette, par clou, par rivet.
Les boulons n'existent pas vraiment, enfin, les boulons existent, l'objet vis existe lui aussi depuis très très longtemps, mais disons que l'usage d'abord semi-industriel et puis industriel du boulon s'affirme plutôt au courant 19e siècle. Et, et à nouveau, quel est le rapport entre, on pourrait dire, quel est le rapport, qu'est-ce que c'est que les boulons? Les boulons, c'est l'objet par lequel l'industrialisation, la production industrielle à grande échelle s'affirme sur, encore une fois, l'artisanat du métal. Les rivets, qui est la connexion principale utilisée au cours du 20e, du 19e et une partie du 20e siècle, le rivet est un objet qui se réalise grâce à une opération d'industrie de main-d'œuvre, même d'industrie artisanale, on pourrait dire. Un rivet, c'est une pièce métallique fortement réchauffée qui est introduite dans les trous qui devra finalement parvenir à bloquer et qui est ensuite repris à la main pour être martelé jusqu'à faire gonfler en fait sa tête et réaliser le blocage. Cette opération est une opération qui doit être bien faite, et sinon le rivet peut être fragile et cela générer la ruine de la construction. Donc, une structure rivetée est une structure dont la qualité dépend du travail fait par ces artisans. Une structure boulonnée, dans une structure boulonnée, l'artisan a juste dû serrer avec les justes coupes de serrage et les coupes de serrage peuvent être fournies par une clé dynamométrique qui contrôle les coupes de serrage. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de savoir-faire associé à l'action de boulonner. Le savoir-faire se trouve en amont, se trouve dans la production du boulon. Donc, on voit ici cette petite histoire du boulon avec le filetage qui n'est initialement pas du tout standardisé, évidemment. Chacun fait un peu son filetage. Et puis, petit à petit, les standards qui s'affirment. Donc, on voit 1841 pour un standard limité au Royaume-Uni, 64 pour un standard limité aux États-Unis, 1919 pour le standard allemand qui finalement devient le standard européen, 1948, donc à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le standard impérial qui est, donc, vous voyez, 1948, des dates typiques un peu du XXe siècle, dramatiques, et ces dates qui montrent comment l'effort militaire comporte effectivement de revenir sur des failles du système pour les améliorer. Alors, le standard impérial signifie que les Anglais, les Américains, les Australiens ont le même filetage et peuvent donc, peuvent donc échanger facilement les boulons, donc une pièce d'un véhicule, un embrayage, un frein, et il y en a des milliers qui se baladent, des dizaines de milliers qui se baladent en Europe au cours de la Deuxième Guerre mondiale, peuvent être réparés, remplacés dans n'importe quelle des trois armées en question, parce que les standards finalement des boulons, c'est les mêmes. Donc voilà l'importance de ce passage, c'est à peine compréhensible par ces quelques phrases. Et une petite note sur les rivets pour vous montrer effectivement quel est le poids de l'être humain, sachant donc que la mise en place d'un rivet, je répète, est une opération individuelle longue. Le préalable industriel est relativement simple. 2,5 millions de rivets dans la Tour Eiffel, 1,2 million dans le Golden Gate, 6 millions dans le Sydney Harbour Bridge, 3 millions dans le Titanic. Donc, quelques ordres de grandeur pour des constructions de temps à cheval, disons, de 2 siècles, pour vous dire effectivement comment l'impact de l'invention, plutôt de la distribution industrielle du standardisation des boulons peut avoir été important pour la construction métallique. Eh bien, comment cette histoire se transfère sur les bois? Elle se transfère par la création des connecteurs en acier. Donc, on a vu que l'un des problèmes que l'innovation dans le bois doit affronter, c'est le problème des connexions. Eh bien, à partir des années 50, à peu près du 20e, on assiste à la création de structures en bois avec connecteurs en acier qui peuvent être boulonnés et ou soudés. Et donc, le soudage, on n'en a pas parlé, mais il s'affirme lui aussi dans la construction à partir des années 20 du 20e. Et
Donc, on enlève par ces techniques de création de joints métalliques, on enlève la contradiction propre aux assemblages spatiaux. Donc, on peut finalement assembler facilement des pièces de bois hors plan. Donc, on n'a plus besoin, on n'est plus limité en fait à la création des charpentes avec la difficulté de mettre en place des pièces inclinées. Et ceci grâce donc au nœud en acier. Et donc, le système idéal ultime, on pourrait dire, c'est une structure en treillis ou en poteau-poutre dans laquelle tout est en bois, sauf les jonctions qui sont en acier. Et ainsi, les deux matériaux assurent chacun la fonction dans laquelle ces caractéristiques se révèlent optimales. Parallèlement à cette hybridation de structure bois-acier, on voit que certaines structures dont la morphologie avait été conçue dans le monde de l'acier sont réversées dans les matériaux bois, également pour des typologies structurelles propres au béton, elles sont réversées dans le monde de bois. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples, typiquement les dômes géodésiques, les treillis spatiaux, les systèmes poteau-poutre, mais on peut penser aussi effectivement au contreplaqué et comme donc à la création de voûtes, de coques en bois, comme effectivement encore une fois une hybridation venant du monde du béton. Alors, quelques photos, quelques exemples. Ici, ce sont des dômes géodésiques en lamellé collé. Donc, l'ossature ici est en lamellé collé. Et les panneaux sont des panneaux en X-Lam et on a les connexions en acier. Alors, pour regarder, les connexions en acier, on les voit bien ici. Hein. Et les pourcentages en poids entre poids des connexions en acier et poids du bois utilisé, c'est à peu près d'un rapport 1 à 10. Évidemment, le volume, c'est dans un rapport très inférieur parce que le bois est 10 fois moins lourd que l'acier. Donc, le rapport en volume, si vous voulez, plutôt de 1 à 100, si on veut donner des chiffres des premières approximations. Alors, ceci cet ouvrage ici en face des chantiers. Il s'agit d'un dôme dont le but est de stocker du charbon. C'est, d'après la déclaration de Rubner, qui est l'entreprise de construction, c'est la plus grande surface couverte par Henri Michel en bois au monde. En tout cas, c'est sans doute une surface impressionnante. Ici, la construction est terminée. Donc, vous voyez en fait le pavage en dôme géodésique et puis la couverture, les bardages réalisés avec les panneaux en CLT. Et ici, vous voyez la pièce en fonctionnement avec les charbons à l'intérieur. Donc voilà, typiquement, le dôme géodésique est un concept qui naît de Buckminster Fuller avec une vision géométrique d'abord, mais qui est ensuite appliquée grâce aux métaux, donc acier, aluminium, parce qu'il est caractérisé par le besoin de contrôler parfaitement les angles entre pièces, tels qu'on les voit apparaître par exemple ici, car toute la cohérence de la structure, la possibilité de réaliser la géométrie voulue réside en fait dans la capacité de bien définir et contrôler ces angles qui ne sont pas tous les mêmes, attention. Donc ça, ceci n'est pas un hexagone et ceci n'est pas un triangle équilatéral, ce ne serait pas possible puisque ces pièces sont posées sur une sphère et donc c'est des objets curvilignes, ce n'est pas des objets plats. Mais donc voilà, le dôme géodésique, système constructif propre des métaux, de l'acier, de l'alu, qui est reversé ici sur le monde du bois. Un autre volet de cette hybridation conceptuelle est aussi lié au collage, dont on a déjà parlé, et dans le sens que on peut aller au-delà ou plus loin que avec les concepts du lamellé collé, on peut dire que finalement, dans un bois, la résistance des fibres est la partie, je dirais, fondamentale et optimale du système, et que la résistance dans le sens orthogonal aux fibres, elle est beaucoup moins.
donc en bois, est un matériau fibreux et l'essentiel de sa qualité vient des efforts qu'il est capable de transmettre dans l'essence des fibres. On peut alors raisonner avec les fibres de manière séparée. Donc, imaginez de pouvoir réaliser un matériau composite, comme on le fait avec la fibre de verre ou la fibre de carbone, de réaliser des matériaux composites avec des fibres de bois. Puisque la fibre du bois, elle a des propriétés, en fonction du type de bois, évidemment, intéressantes, ceci est une piste qui peut être entreprise. L'exemple que vous avez ici, c'est donc j'avais en arrière, grâce à cette vision, on peut réaliser des objets qui sont typiquement été conçus en acier. On peut les réaliser en bois parce que le fait de pouvoir prolonger les fibres par collage permet effectivement de donner cette continuité en traction aux structures en bois qu'elle n'est pas naturellement disponible. Alors, les structures qui typiquement apparaissent avec la première révolution industrielle en bois sont les structures en acier sont les structures suspendues, que la première révolution industrielle permet de réaliser des chaînes de grandes dimensions, de grandes longueurs, ensuite des câbles en fil de fer, et puis plus tard des câbles à proprement parler en acier. Eh bien, ceci donne lieu aux diverses structures suspendues. Les collages de pièces en bois, donc pour l'instant, non pas les composites en fibre de bois, mais simplement les collages des pièces de bois de telle manière à prolonger la continuité dans l'essence des fibres, permet de parvenir effectivement à des structures continues. Donc ici, c'est une passerelle en Allemagne réalisée en 86 qui franchit plusieurs dizaines de mètres avec un système de type caténaire. Donc, vous voyez, c'est une forme suspendue, c'est une forme caténaire. La traction ici est entièrement assurée par le bois et des éléments métalliques sont nécessaires pour les connexions. Donc, on peut constater effectivement les contreventements. Donc, ceci, c'est les poutres qui fonctionnent en traction. Ici, c'est les contreventements pour éviter les basculements du pont. Et là, vous avez toutes les connexions qui sont réalisées en acier. Et vous voyez bien aussi la connexion, la relation acier-bois qui doit évidemment, elle aussi, être soignée et qui est réalisée par l'interposition d'une plaque métallique à l'intérieur et non pas à l'extérieur du bois pour éviter la rétention d'eau au niveau du contact métal-bois. Encore d'autres détails constructifs de cette passerelle. Donc, on voit comment on ne peut pas parler vraiment de structure en bois, c'est une structure mixte bois-acier où certaines pièces sont nécessairement réalisées en acier et d'autres sont au contraire réalisées en bois. Mais on comprend bien aussi que dans cette structure, d'une quelque manière, le bois se trouve jouer le rôle de l'acier. On pourrait très bien réaliser la structure entièrement en acier, on ne pourrait pas la réaliser entièrement en bois. Donc, on a placé le bois à la place de l'acier, là où ceci était utile, mais non pas nécessaire. Utile parce que le bois, effectivement, peut assurer une résistance en traction avec une légèreté, donc une résistance spécifique en traction intéressante, certes inférieure à celle de l'acier, mais tenant compte du fait que de toute façon, il faut introduire de la masse dans le système parce que sinon la passerelle devient trop souple et elle a des périodes d'oscillation inadéquates. Alors, à ce moment-là, autant réduire la résistance spécifique, donc passer de celle de l'acier à celle du bois afin de réaliser la structure. Donc, pour avoir un ordre de grandeur, la résistance spécifique d'un câble en acier, il porte 1500 mégapascales, alors qu'une pièce de bois peut emporter peut-être une centaine. Donc, on est dans un facteur, facilement dans un facteur 10 à 15 entre bois et acier. Et si vous regardez les poids propres, les poids de l'acier, c'est 1850 kg par mètre cube. Le poids du bois d'un bois de structure, c'est entre 400 et 600 kg par mètre cube. Donc, on a un facteur 10 dans
dans les poids propres également. Vous voyez, facteur 10 dans la résistance, facteur 10 dans les masses, sauf que la résistance, évidemment, c'est par rapport à la surface, alors que la masse est à mettre en jeu par rapport au volume. Donc là où le bois, comme dans l'ouvrage qui est présent, amène des résistances qui peuvent se rapporter à celles de l'acier, c'est lorsque on a envie d'avoir aussi de l'inertie. Et donc, c'est le cas de ce franchissement. Et avoir de l'inertie impose donc de faire augmenter les dimensions géométriques. Et ceci, vaut mieux le faire avec un matériau plus léger, comme le bois, donc plus léger dans le sens de moins dense, qu'avec un matériau plus dense comme l'acier. Donc voilà pourquoi ces structures en bois et acier ont une certaine optimisation dans le choix des deux matériaux, mais je répète, la morphologie constructive est une morphologie qui est propre de l'acier. Donc voilà, on voit bien ces contreventements qui évitent le basculement du pont. On voit aussi que la structure caténaire a une épaisseur importante, et ceci afin de lui donner une certaine raideur qui est utile à rendre confortable le passage des piétons. Alors, donc, j'arrive au dernier volet de cette hybridation du bois avec d'autres matériaux qui sont les matériaux composites. Donc, les matériaux composites, il faut raconter leur petite histoire au moins brièvement. Elle s'affirme plutôt dans les années 70. Et donc, il a remarqué que la construction aéronautique et nautique des années 60 à 70 est encore une construction en bois et que celle des années 80 ne l'est plus. Donc, c'est vraiment au tournant des années 70 1970 que les matériaux composites industriellement s'affirment sur le marché. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un matériau composite? Un matériau qui se compose d'une fibre qui lui donne les propriétés principales de résistance. Alors, les fibres les plus communes sont la fibre de verre. Après, pour des fibres de haute résistance, ce sont des fibres de carbone ou des fibres d'aramide. Mais on a aussi des fibres naturelles comme les chanvres, les bambous ou les fibres de bois. Et puis, il y a donc une matrice, on appelle, donc c'est une sorte c'est un matériau donc coulé, comme de la colle, mais évidemment en grand volume. La colle est caractérisée par un petit volume dans les assemblages, alors qu'au contraire, dans les composites, la matrice prend la plupart du volume. Eh bien, la matrice, elle sert pour maintenir les fibres ensemble, transmettre les efforts entre elles. Et on a plusieurs composites en fonction du type de matrice qui peut être organique, donc ça peut être des résines thermodissociables ou ça peut être des matériaux thermoplastiques ou aussi des matrices cimentaires qui ont été expérimentées surtout dans les dernières années. Elles sont intéressantes dans la construction parce qu'elles sont compatibles dans le cas de la restauration avec les matériaux lapidaires mis en œuvre. Alors, quelle est la contradiction générique qu'on enlève grâce au passage à la création de matériaux composites? Ben, c'est qu'en fait, on a certains matériaux dont on dispose, qui sont disponibles car fabriqués en fibre. C'est le cas de la fibre de verre. C'est un matériau extrêmement solide, de très bonnes propriétés mécaniques, mais qui est produit exclusivement en fibre, donc unidimensionnel, de longueur aussi grande qu'on veut, mais sans dimension significative dans le sens orthogonal à la longueur. Et donc, on peut résoudre la contradiction intrinsèque à disposer de ces très bons matériaux sur une dimension géométrique unidimensionnelle en les mélangeant, en les assemblant ensemble comme dans un tissu, mais dans un tissu qui peut être tridimensionnel, en fait, afin de créer un système idéal ultime qui est capable de reprendre et de créer des géométries tridimensionnelles contenant ces fibres unidimensionnelles. Donc, si vous voulez, le tissu est un exemple de ce type de passage dans lequel on dispose d'une fibre très longue, que ce soit de la laine, de la soie ou du coton, peu importe, et qu'on génère à l'aide du tissage des systèmes bidimensionnels qui sont donc les tissus.
Eh bien, dans un matériau composite, conceptuellement, ce n'est pas très différent. Et on passe ensuite du système bidimensionnel au système tridimensionnel grâce à la forme, un peu comme les vêtements qui eux-mêmes ils sont tridimensionnels, bien entendu, parce qu'ils s'adaptent à notre corps, alors que les matériaux qui les composent, le tissu, il est bidimensionnel, et que lui-même, le tissu, est composé de fils qui sont unidimensionnels. Donc, le matériau composite suit un petit peu le même schéma logique quand on passe de la fibre à l'objet 3D. Alors, dans le cas du bois, quelle est la contradiction qu'on peut enlever en se tournant vers la typologie du matériau composite? Tout d'abord, c'est qu'il existe des essences qui ont des fibres de bonne qualité, mais seulement donc, dans l'essence des fibres et pas de bonne qualité dans l'essence orthogonale aux fibres. On arrive jusqu'aux algues ou aux chanvres, dans lesquelles effectivement on retrouve des fibres qui sont insérées dans une matrice naturelle lâche et qui ne donne donc aucune résistance dans l'essence orthogonale, enfin en tout cas aucune résistance significative dans l'essence orthogonale aux fibres. On ne peut pas les utiliser telles quelles pour la construction. Donc, première chose, on dispose de ces fibres dans la nature. Deuxième chose, on a plein de résidus de fabrication, donc des pièces qui seraient jetées parce qu'ils n'ont plus aucune forme, plus aucune consistance, mais qui gardent en fait leurs fibres encore suffisamment longues pour les insérer dans un matériau composite. Ensuite, la géométrie, évidemment, encore grâce au procédé qu'on a vu de collage, de lamellé collé, contre-plaqué collé, etc., on a vu qu'on peut passer à une certaine liberté dimensionnelle, mais ceci reste encore limité à la fabrication des lamelles, qui sont quand même des pièces de bois naturelles avec leurs fibres naturellement retenues ensemble par la structure initiale du bois. Eh bien, on peut aller encore au-delà. Donc, à partir du moment qu'on sépare les fibres, qu'on utilise les fibres séparément, on peut aller sur des géométries encore plus complexes. Et puis, le fait de pouvoir, disons, réassembler les fibres avec une résine qui serait, elle, de son côté stable dimensionnellement et donc pas sensible au cycle de l'humidité, par exemple, permet d'assurer une stabilité dimensionnelle aux pièces qui ne peut pas être assurée avec des pièces naturelles. Donc, dans les pièces naturelles, la cellulose, qui est un matériau de base, est un matériau poreux contenant des cellules, comme son nom l'indique. Ces cellules ont tendance à absorber par effet hygroscopique l'eau et par conséquent changer de forme. Ce changement de forme se traduit dans une variation dimensionnelle des pièces lors des divers cycles de séchage ou de séchage qui peuvent avoir lieu, si ce n'est qu'à cause de l'humidité de l'air et de la température. Et donc, les bois, que ce soit naturels ou lamellés collés, ont une stabilité dimensionnelle qui n'est pas parfaite. Bien sûr, les lamellés collés ont une meilleure stabilité dimensionnelle que les bois naturels du fait de leur fabrication en lamelles et ensuite du collage. Eh bien, si on passe carrément aux fibres décousues et recollées par une matrice, eh bien là, on perd complètement ce problème de la stabilité dimensionnelle qui devient totale. En fait, la stabilité devient celle de la matrice reliant les fibres. Alors, voici juste un exemple de composite fibre de verre d'une marque quelconque, et j'ai reporté en petit la phrase qui est présente dans le catalogue de cette société qui dit effectivement c'est des profilés qui sont d'une qualité esthétique exceptionnelle parce que c'est la qualité du bois mais en plus propre, sans avoir la fragilité, ce qui veut dire en fait les éventuelles défaillances qui peuvent se présenter dans un bois à cause de son hétérogénéité. Et les profilés en plus sont parfaitement stables, ils ont la forme qu'on veut, et c'est là, indépendamment des conditions climatiques, vous pouvez regarder qu'en fait la pièce de bois est insérée ou mélangée, en fait, associée à des éléments en plastique. Donc, finalement, on a ici un matériau qui se compose de technologiquement complexe, qui compose de plusieurs matériaux d'apport initiaux et qui a l'aspect du bois et la résistance des fibres du bois, tout le reste ayant été élaboré industriellement. Alors, on peut remarquer aussi d'autres
d'autres propriétés qui sont énoncées, la résistance au feu, etc., etc. Alors, on passe à une quatrième direction de l'innovation dans le bois, qui est celle qui est un peu liée à l'évolution de l'ossature traditionnelle. Donc, on oublie la colle, on oublie l'acier, on regarde l'ossature traditionnelle telle qu'on savait la construire déjà au 19e siècle et on se dit comment on peut l'améliorer. Alors, l'ossature traditionnelle, en France, typiquement dans le colombage, dans le colombage, les pièces en bois de murs porteurs sont des pièces dont le rôle est de répartir les efforts et de égaliser les efforts sur la masse du mur qui est une masse en terre ou un matériau, disons, en chaux ou un autre matériau élaboré, cimentaire. Et donc, le bois, il a le rôle de répartir les efforts et d'un autre côté, les matériaux lapidaires ou cimentaires, il a le rôle de stabiliser latéralement la structure. Donc, les efforts verticaux descendent de préférence par le bois, les efforts diagonaux descendent de préférence par le remplissage, parfois par aussi les diagonales en bois. Ce type d'ossature, encore une fois, c'est de la tradition, c'est de la construction artisanale, en tout cas demandant de la main-d'œuvre spécialisée. Ce type d'ossature se transforme dans une ossature de type poteau-poutre à l'aide du concept de moisage. Donc, vous voyez, le problème fondamental, c'est les nœuds. Ici, les nœuds sont assurés par simple contact des pièces. Le bout d'une pièce est attaché au corps de l'autre avec des assemblages à 90 degrés, mais sans compénétration. Au plus, il y a du ténon mortaise parfois. Alors que, effectivement, pour avoir des tenues structurelles plus importantes, une technique d'assemblage qui s'affirme, elle aussi, bien sûr, de longue date, mais qui s'affirme dans la construction un peu industrialisée en bois du XXe siècle, et le fait de moiser les poutres, donc de travailler sur deux poutres parallèles, de sorte à que les deux poutres viennent embrasser le poteau, ou au contraire, de doubler le poteau. Donc, cette fois-ci, c'est le poteau qui vient embrasser les poutres. Dans ces deux cas, on résout le problème de la connexion poteau-poutre avec cette continuité des deux pièces, tant les poteaux que la poutre sont contenus, mais elles ne se trouvent pas sur le même axe. L'un des deux, en fait, est doublé de sorte que l'axe résultant de la somme des deux parties coïncide avec l'axe de l'autre. Mais parallèlement, aux États-Unis se développent ce qu'on appelle les platform frames ou les balloon frames. Ce sont des ossatures qui s'apparentent, si vous voulez, du colombage, avec par contre le bardage qui est réalisé ensuite en bois et non pas en terre. Et on voit la plus grande quantité de petites pièces. Donc, je rappelle que avoir des petites pièces en bois, c'est plus facile exponentiellement qu'avoir des grandes. Elles sont aussi plus stables, plus faciles à retrouver. Et donc, il est intéressant de fabriquer avec beaucoup de petites pièces, si vous voulez. Ces petites pièces sont assemblées ensemble par des clous. Et là aussi, on a soit la continuité de la structure verticale, comme dans les balloon frames, soit la continuité de la structure horizontale, prise prioritairement comme dans les platform frames. Les deux types d'ossature sont très affirmés, je répète, en Amérique du Nord. Et elle présente en fait des concepts de base qui se prêtent à l'innovation. Vous voyez, les platform frame signifie qu'en fait, chaque étage est un objet séparé qu'on peut construire après avoir fait l'étage précédent. On peut s'arrêter et faire le suivant. Et le suivant peut être apporté quelques années plus tard, peut aussi être construit en usine et porté en chantier préfabriqué. Donc, pour aller de la fabrication traditionnelle à la fabrication industrielle, lorsqu'il s'agit d'édifices entiers,
c'est le transport et la préfabrication qui deviennent les véhicules de l'innovation. On en a déjà parlé la semaine dernière, lors du travail sur les chantiers. Et donc, on voit comment ces typologies constructives, plus que celle-ci, se prêtent pour une évolution dans le sens d'une industrialisation basée sur la préfa. Alors, on parvient donc avec ces observations à quelques avancées modernes. Je vous ai dit, c'est impossible de faire la liste de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Première piste que je vais vous montrer, ce sont les IGH, les immeubles de grande hauteur en bois. Robert Leroy, que vous connaissez, est d'ailleurs un spécialiste de ce domaine. Eh bien, ce qui caractérise effectivement les structures de type balloon ou platform frame, c'est que c'est l'apport extérieur qui fournit la structure et les contreventements. Eh bien, ici, vous avez effectivement cet exemple des tours de 14 étages en bois dans lequel l'ossature en bois est surtout concentrée sur la façade afin de fournir la résistance nécessaire aux efforts horizontaux, outre que, évidemment, la reprise suffisante des charges descendantes. Autre piste, la grande portée. Ici, ce sont des tests encore réalisés par Robert Leroy au laboratoire de l'école des ponts, laboratoire Navier. Et on voit ici une hybridation bois-béton dans laquelle on peut réaliser des poutres de grande portée aptes à faire des ponts en fait, routiers ou des passerelles piétonnes, où une dalle en béton est associée à l'aide de collage avec des poutres lamellées collées en bois. Donc là aussi, on prend la leçon de l'ossature traditionnelle, simplement de la poutre, pour l'améliorer et la porter sur des portées plus importantes à l'aide d'un système structurel plus que d'un simple collage de type de lamellé collé, parce qu'ici, donc, on a une partie comprimée en béton, une partie tendue en bois. Et ici, je vous montre aussi l'évolution du plateau frame qu'on a pu proposer avec Malaquais lors du Solar Decathlon 2014, le bâtiment qu'on avait appelé LibLib, qui se compose de ce module transportable, préfabriqués transportables, sont entièrement en bois et qui sont réalisés en ossature bois traditionnelle. Traditionnel signifie qu'en fait, là, il n'y a pas de lamellé collé. Voilà un exemple de transport du demi-module. Ceci est la moitié de ce module-là, qu'il est coupé en deux et transporté en camion, levé, posé. Ça permettait une certaine mobilité. Bon, ce sont des sujets qui ne nous intéressent pas maintenant, mais ce qui compte constater, c'est que ceci, c'est une ossature traditionnelle de type donc plateforme frame, dans le sens qu'ici, on a une plateforme en acier tenue par ces tirants sur laquelle on vient poser l'étage en question. L'étage, il est préfabriqué. On voit ici la moitié de cet étage et là, on voit les quelques dessins de coupe de ce module dans lequel on voit effectivement comment l'édifice est conçu, enfin comment les pièces peuvent être conçues. On voit aussi l'isolation thermique et la structure en bois dans leur conception. Ici, on voit en détail ces structures entièrement préfabriquées dans lesquelles on a les ossatures principales en bois, des ossatures secondaires, de l'isolant thermique qui apparaît, du contreplaqué qui sépare les différentes couches, les bardages extérieurs encore en bois et les bardages intérieurs réalisés en OSB d'abord et après des plaques de gypse. Donc voilà, ce type d'ossature, ce n'est pas du X-lam, ce n'est pas du lamellé collé, c'est simplement du bois. Alors l'avantage, c'est qu'on réduit les transformations nécessaires. Et autre élément, dont ça fait un moment que je l'ai dans les mains, donc ici vous voyez une vis telles qu'elles sont désormais réalisées aujourd'hui. Ça c'est une vis en breveté, ça c'est une vis de Rotoblas. Et donc, ces vis, là, c'est même pas les plus longues, il y en a d'encore plus longues. Elles sont pensées pour les assemblages en bois avec un filetage que j'avais du mal à voir, évidemment, mais qui est particulier, un double filetage qui permet d'améliorer le serrage. La vis, une fois dans le bois, est tendue, donc ceci améliore le comportement de la pièce qui peut être de coup très, très fine. Et donc, les assemblages en bois vissés, en fait, aujourd'hui, ont une très, très grande performance. Ils sont très, très
très performant, très utile pour ce type d'application. Encore, pour aller dans l'essence de la leçon prise du système, des systèmes traditionnels, donc je vous ai montré le besoin de moiser les poutres, de doubler le poteau pour réaliser les nœuds. Eh bien, ici, c'est un édifice de Shigeruban, un projet de Shigeruban, dans lequel on voit comment, au contraire, des nœuds ont été réalisés dans des types tout encastrés grâce à la mêlée collée, à l'épaississement de poutres, notamment dans ces cas, et au fait d'avoir des poteaux qui peuvent loger les solives. Pardon. Voilà donc l'image de ces projets où on voit un poteau-poutre tel qu'on pourrait l'imaginer en béton ou en acier, mais réalisé en bois grâce à cet apport de la géométrie des nœuds réalisé par la mêlée collée. Ici, on voit aussi une ossature bois qui, évidemment, comme on l'a déjà dit, est empruntée du développement des ossatures en acier au XIXe siècle. Alors, toujours dans la visite à la tradition, il y a la tradition secondaire, une sorte de tradition moins visible dans les édifices qu'on a tous sous les yeux. Et évidemment, déjà historiquement, la disponibilité des pièces de bois de grande dimension est un problème et la réalisation d'ossature avec des pièces petites, courtes, on peut dire, est un problème récurrent qui avait été résolu. Et évidemment aussi, la stabilité dimensionnelle des pièces est aussi un problème qui a toujours été présent. Et l'effet d'utiliser du bois vert a toujours été fait, car en fait, évidemment, il y a des temps de séchage qui sont très importants. Parfois, les temps propres du chantier ne permettaient pas l'attente du séchage du bois. Parfois, les constructeurs s'étaient rendus compte qu'en mettant en place du bois vert, il permet au bois de s'adapter à la forme et aux efforts qu'il aurait pris pendant le reste de sa vie utile, alors qu'il était encore vert et donc alors que les séchages devaient se terminer et qu'une certaine liberté formelle de déformabilité, disons, était encore possible. Et donc voilà, il existe des charpentes réalisées en bois vert et donc cette piste du bois vert peut aussi être exploitée aujourd'hui. Donc voilà trois filières que je peux imaginer de vous communiquer, mais en fait, je répète, je ne prétends pas être exhaustif. La filière courte, ce qu'on peut appeler traditionnellement les bâtons rompus, ou une autre technologie propre de l'Espagne ancienne, probablement héritée par les morts et après exportée en Amérique latine, qui est la madura de lasso, et puis une autre technique qu'on peut appeler avec un terme sans doute moderne, mais je trouve très, très beau, très efficace, qui est l'ennexorade. L'autre filière qui est intéressante, c'est la filière souple, que ce soit du bois vert ou du bois fin et du bambou. Et puis, l'usage du bois non transformé, un peu à l'instar de ce qui se faisait traditionnellement, en résolvant donc ces questions de taille des pièces, de dimension des pièces par les assemblages traditionnels. Alors, encore une analyse triste, quelles sont les contradictions enlevées par cette révisitation de la tradition? C'est tout d'abord la complexité des connexions qui est nécessaire pour assurer la continuité des efforts et qui nous mène à imaginer un système idéal ultime qui soit sans connexion, en tout cas éventuellement discontinu, tel à transmettre des efforts d'une manière minimale. Donc, si la liaison parfaite d'une liaison qui transmet tous les efforts, le moment fléchissant, l'effort tranchant, l'effort normal, le moment torsion, la liaison du système idéal ultime est une liaison qui ne transmet que le jeu minimal d'effort, par exemple, normalement seulement l'effort tranchant, afin de réaliser donc une liaison qui soit la plus simple possible
et donc avec le moindre coût, la moindre complexité. Donc ça, c'est une première famille de contradictions enlevées en révisitant la tradition. L'autre, c'est que on sait donc la difficulté d'obtenir des formes courbes qui doivent soit être taillées dans la masse, soit être obtenues par jonction bout à bout de plusieurs poutres droites. Et donc là aussi, tendre vers un système idéal ultime qui se courbe sans difficulté, ce qui est possible en utilisant du bois fin ou en utilisant du bois vert. Mais donc, si on utilise du bois vert, d'accord, on reste quand même limité parce que même si vert, le bois n'est pas aussi souple à pouvoir assurer n'importe quelle géométrie. Si on passe sur les bois fins, on peut assurer n'importe quelle géométrie, mais à la fin, on se retrouve avec un truc qui n'a pas beaucoup de raideur. Et donc, c'est la forme qui doit fournir la raideur finale. Et puis finalement, quand on a besoin d'enlever la contradiction propre au fait que les pièces, une fois utilisées, découpées, boulonnées, taillées, se dégradent et donc un deuxième usage devient problématique, eh bien, un système idéal ultime est celui dans lequel les pièces peuvent être utilisées de manière indéfinie pour le réemploi, donc réduire l'impact environnemental par ces biais. Et ceci est possible si on réduit les transformations que les pièces doivent subir avant d'arriver à un chantier. Alors, pour venir donc à ces trois pistes, les planchers à bâtons rompus ont une longue tradition. Ici, c'est un dessin de l'Évillard Donnecourt du XIIIe siècle et un autre de Sébastien Ossel du XVIe. On voit par ailleurs des solutions qu'on retrouve souvent par ailleurs pour le trémisage à Paris, dans les vieux immeubles parisiens. Et ici, on voit un autre exemple de système construit par pièce courte qui est la Madura del Lasso. C'est la photo d'un dôme qui se trouve dans l'église de San Francisco de Lima au Pérou, réalisée au XVIIe siècle, et avec un type d'assemblage très codifié malgré l'apparence chaotique de cet assemblage. C'est une géométrie très calculée dont on a une description parfaite dans des traités du XVIe siècle et qui s'inspire en fait de la art de la construction mauresque. Et ici, vous avez des expérimentations constructives qui avaient été réalisées par nous à l'île d'Abo, et notamment dans le cadre de la thèse de Natalia Caicedo, dont vous avez les références bibliographiques en bas. Ce sont donc des armaduras de lasso et du bois fin et vert, donc afin d'incorporer à la fois les pièces courtes et la courbure. Ici, c'est des exemples de nexorades en bois. Là, c'est un brevet de Frédéric Zollinger datant de 1920, 1921 pour être précis, dans lequel les assemblages sont, on le voit mieux dans cet hangar agricole bavarois, les assemblages sont très simples, voilà comment ils sont réalisés. Donc, les pièces sont toujours des pièces droites. Les assemblages sont en bout à bout, donc on peut venir mettre des clous par la tête. Évidemment, ce n'est pas des assemblages qui sont très résistants en traction-flexion, mais qui sont suffisamment résistants à l'effort tranchant pour reprendre correctement tout ce qui est nécessaire et réaliser des formes, vous voyez, des formes courbes éventuellement, avec des pièces droites et des pièces courtes. Encore une évolution de ces études, c'est de réaliser des nexorades par des plaques. Donc ça, c'est un pavillon réalisé à l'EMPC en 2017. Cyril Doute, Romain Ménil, Olivier Bavrel, Tristan Gobin, chercheur, enfin enseignant à Malaquais, et aussi bien qu'Olivier Bavrel, qui est chercheur à GESA, et Xavier Tellier, qui est passé aussi enseignant à Malaquais. Et donc, c'est une structure de type nexorade aussi, dans le sens qu'on a une tenue par une transmission simplifiée des efforts d'une pièce sur l'autre, avec une forme globalement courbe, mais réalisée par des plaques droites, pas des plaques planes. Ici, encore des exemples d'assemblage simplifié, des simples planches en bois, sans courbure ni rien, légèrement tordues en fait au niveau de l'assemblage à la main, et qui réalisent ces treillis de grande dimension. Ici, c'est un test de chargement, donc encore un projet réalisé par Olivier Bavrel, chercheur à GESA, enseignant à l'ENSA Grenoble. Encore un autre exemple, et je vais vers la conclusion, j'en ai encore pour quelques minutes. Les grid shell, qui est une forme structurelle qui s'affirme probablement
mon hypothèse, courant Deuxième Guerre mondiale, dans ces grilles géodésiques réalisées pour les bombardiers Wellington, donc les ouvrages militaires, l'intérêt de ces grilles géodésiques en alu, c'est qu'elles sont très résilientes. Donc, vous voyez ici ces avions qui revenaient toujours à terre malgré des dommages très forts subis par les chocs des batteries contre-aériennes, montrent en fait la résilience de ce système grid shell. Donc, un grid shell, c'est une coque réalisée en grillage, hein, comme son nom le dit. Et donc, on voit pour la raison pour laquelle elles ont été très utilisées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et finalement reviennent un peu dans la construction avec cet exemple, peut-être le premier exemple construit de grande dimension de Friotto, 1975, le grid shell de Mannheim, en bois. Alors, c'est grid shell en bois, donc c'est du bois centré à froid, donc c'est du bois à lamelles fines, qui finalement retrouve sa raideur grâce à l'assemblage, grâce à la forme globale courbe. Un petit peu comme ici, en fait, ça serait le cas pour ces bombardiers. Donc, le grid shell est encore une piste. Et puis, pour revenir donc sur la quatrième piste d'usage traditionnel, les pièces, les filières courtes, c'est-à-dire filières avec peu de transformation, qui permettent d'espérer dans une prolongation de la durée de vie des pièces et donc dans une réduction de leur impact environnemental, mais qui peuvent être quand même élaborées ou simplifiées grâce à des techniques avancées de logistique et des chantiers. Donc ici, c'est le travail que nous avons réalisé pour le Salon Decathlon 2012, donc le Sapari Malaquais, un édifice en pierre transporté en camion par mur préfabriqué. La préfabrication des murs est possible et les transports grâce à la présence de nos ossature bois. Vous voyez ici, c'est du bois non transformé, d'ailleurs provenant de forêts diversifiées du centre de la France, et d'ailleurs l'isolant thermique assuré par de la laine de mouton non traitée. Donc tout ceci afin d'obtenir une filière dans laquelle la transformation soit minimale et la possibilité de recyclage maximale. Ici, on voit l'élevage et la pose de ces pièces de mur. Et la même chose pour la toiture. Ça, par contre, c'est des poutres en lamellé collé parce que vu la forme et les dimensions, on ne pouvait pas faire autrement. Et par contre, on voit donc, à part les poutres principales en lamellé collé, on voit le reste de la structure qui est réalisée en planche de Douglas. Et donc, on voit ici l'élevage, la pose de pièces entières de toiture. Donc, ici, c'est toute la partie centrale de toiture de 6 mètres par 6 mètres qui est levée et posée en place pour finalement générer la toiture que vous avez ici, donc en bois lamellé collé et bois massif. Et last not least, la fabrication numérique que je veux introduire par une phrase de Deschales, 1690, qui dit en fait que les principes de l'architecture ne sont pas mathématiques, mais par contre son application l'est complètement. Alors, cette vision peut être contrastée, mais c'est intéressant à mon avis de noter qu'aujourd'hui, la recherche dans le développement durable et l'impact des technologies TIC mènent encore plus dans ce sens. En fait, la recherche en développement durable nous impose une certaine approche mathématique dans le sens qu'il faut qu'on cherche à minimiser l'énergie utile nécessaire pour faire fonctionner l'édifice et minimiser aussi l'énergie nécessaire pour le réaliser. Mais ça nous intéresse moins aujourd'hui. Ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'impact des outils fournis par les technologies de l'information et de la communication sur la construction, et c'est en fait la possibilité d'intégrer l'information du projet au chantier en passant par la fabrication numérique, la possibilité d'optimiser et de contrôler les pièces par le biais de ce processus d'information intégrée et aussi par le biais d'algorithmes d'optimisation et de contrôle, donc des capteurs pour le contrôle et des algorithmes d'optimisation pour l'optimisation en elle-même. Le glissement de tâches logistiques rendu possible aussi par l'informatique qui permet aujourd'hui, comme on a vu déjà la semaine dernière, de transporter des édifices entiers des pièces de grosses dimensions et donc réaliser certaines tâches en usine là où leur impact environnemental et leur précision est supérieure. Et finalement, la possibilité de réaliser des essais et des mock-ups à faible coût qui permet effectivement d'avancer
systématiquement dans l'essence de l'innovation. Alors, il est impossible de faire une liste d'exemples. Ici, je vais montrer cette Serpentine Gallery de Alvaro Siza, Eduardo Soto da Moura et Cécile Balmonde de 2005, réalisée donc évidemment avec des pièces de poutres définies entièrement à l'ordinateur afin de caler sur la forme complexe. Et ici, des exemples réalisés par l'institut qui s'appelle IBOA de Yves Meynan dans l'EPFL, avec à la fois des assemblages réalisés grâce à la découpe CNC et des formes globales réalisées grâce au projet numérique et une tenue de l'ensemble sous des plaques relativement fines de contreplaqué, une tenue de l'ensemble qui est due à la forme sur la base en fait du concept de base des systèmes plissés. Donc vous voyez comment énormément d'informations peuvent être intégrées dans un seul projet grâce effectivement à la capacité de modéliser numériquement, à la capacité de produire numériquement les pièces pour obtenir des résultats de ce type ou encore de ce type, c'est encore des résultats de Yves Meynan ou de ce type dans lequel le bois vient être centré et la géométrie courbe vient donner en fait la raideur et la résistance nécessaires. Encore d'autres exemples de plis courbes. Vous voyez le plissage sur une forme courbe ici. Vous pouvez réaliser cette forme avec un bout de papier. Vous pouvez considérer tout de suite comment la raideur est accrue. Eh bien ici, ce n'est pas un bout de papier, c'est du bois et les assemblages sont des assemblages réalisés grâce à l'outil numérique. Et ici, donc, la même type de technologie, mais portée à l'échelle de plus grande dimension. Et encore, dans un sens totalement opposé, et c'est ma dernière diapo, un nœud de la Fondation Louis Vuitton de Franck Gehry à Paris, dans laquelle on voit comment les pièces de bois, les pièces d'acier sont connectées ensemble dans une géométrie complexe. Chaque pièce ici est dessinée à l'ordinateur. Vous voyez la quantité de boulons qui les relient et comment ils sont, leur position est parfaitement maîtrisée. Et donc, ceci va dans une direction un peu opposée que celle-là. Ici, on a une quantité minimale de matière sur un seul matériau et la forme qui fournit la raideur. Ici, au contraire, on est loin d'une optimisation structurelle, on est même dans une anti-optimisation structurelle. Par contre, on est dans une complicité multimatériaux assez épatante avec un contrôle parfait de toutes les dimensions, de toutes les procédures. Donc voilà, les conclusions, il est 10h32, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour les conclusions, si ce n'est que de remarquer que si vous voulez approfondir la question de l'innovation dans le bois, il faut le faire en regardant les projets un par un. Chacun de ces projets pourra être lu probablement avec une des clés de lecture que j'essaie de vous fournir. Et j'espère que ceci pourrait être utile pour cela. Et au cours du reste du semestre, vous avez effectivement une tâche de ce type à accomplir au cours de TD. Et à nouveau, j'espère que vous pourrez vous appuyer sur les exemples que je vous ai fournis afin d'imiter un peu les raisonnements, peut-être l'amener plus loin de là où je l'ai porté, afin de comprendre bien ce phénomène à la fois passionnant et complexe qui est l'innovation dans les structures en bois. Je n'ai pas le temps vraiment pour des questions parce que je dois laisser la salle à l'enseignant suivant, mais peut-être qu'il y en a une rapidement, je peux répondre. Oui, monsieur. Dans le cadre le dernier exemple que vous avez montré, c'était quoi c'était pas mieux d'utiliser des poutres en métal? Parce que c'était composite, mais ça sert à quoi du coup? Ça? Oui. Ça, c'est Franck Gehry. Mais pourquoi c'était composite? Il n'y a aucune approche d'optimisation, que ce soit formelle, géométrique, structurelle, matériau. Donc, sans doute oui. Mais je dirais il y a un acte propre à l'architecte de recherche de la non-optimisation et le jeu des matériaux est plutôt un jeu sensible qu'un jeu rationnel. D'accord. Donc, voilà, ta remarque s'applique à pratiquement toute son architecture. Ce qui est important de remarquer dans l'architecture de Franck Gehry à ce sujet, c'est qu'effectivement, ce n'est pas qu'une architecture de forme, c'est une architecture de matériaux.
Les jeux de matériaux sont très importants et beaucoup de matériaux sont utilisés à la Fondation Louis Vuitton, entre aluminium, acier, bois, béton, béton de performance. Donc, il y a énormément de surfaces différentes. Leur jeu fait partie des enjeux de l'architecture de Frank Gehry. Ok, donc merci. La question, en tout cas, était bien posée. C'est pour ça que j'ai mis cette photo qui est un peu choquante, je trouve, à la fin de l'exposé dans lequel j'essaie de montrer un peu comment un matériau puisse s'affirmer grâce à ses propriétés, voir ici un usage qui est contre cette philosophie. Mais c'est justement, je voulais un petit peu générer la réflexion qui peut être propre de cette approche. Donc, merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation. Merci à vous. À vous. Bonne journée. Merci, au revoir.